Au nom de BDC, de mes collègues, j'espère que la session d'aujourd'hui sera hautement enrichissante et intéressante. Comme vous le savez, BDC est une banque complètement dédiée et au service des entrepreneurs. Donc, tant le volet financier que le volet conseil sont des champs prédominants pour nous pour accompagner les entrepreneurs. Donc, le thème d'aujourd'hui, qui est le comité de direction, une structure de gestion essentielle à l'exécution exemplaire de vos initiatives stratégiques, est clairement un thème omniprésent dans nos conversations avec les entrepreneurs tels que vous. Donc, on a vraiment beaucoup de plaisir, puis on a hâte justement là, de voir les interactions et les questions qui vont être générées face à la discussion d'aujourd'hui. Je vais également en profiter pour introduire mes collègues et partenaires qui vont être nos experts et panélistes aujourd'hui. Donc, je vais débuter par Josée Gilbert. Merci, Josée, d'avoir accepté l'invitation. Donc, directrice au développement des affaires au sein de BDC Services Conseil. Richard Côté, également, donc, au niveau des services conseils, donc conseiller exécutif dans le département Entreprises Impact élevé, en accompagnement d'entreprises telles que notre autre invité conférencier, M. Denis Lessard, donc, qui est président, directeur général des entreprises AIR Bailey. Donc, merci aussi, Denis, d'avoir accepté l'invitation. Donc, je vais maintenant passer en fait, on va passer en mode présentation. Je vais projeter la présentation et je vais juste m'assurer que tout le monde la voit correctement pour débuter la partie. Donc, est-ce qu'on voit bien la présentation? Présentement, on voit le mot de bienvenue. Voilà, on la voyait. Et je reprends. Et maintenant. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, c'est ma partie technique accomplie. Donc, on va débuter. Juste une question ici. Au fur et à mesure de la présentation, ce que je vais vous inviter à faire, vous avez le chat qui est disponible pour vous, donc pour ceux qui sont familiers justement avec les outils virtuels. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, je vous invite à utiliser le chat pour qu'on puisse par la suite capturer vos points de vue, puis je vais les adresser au fur et à mesure que je vais juger que le moment est opportun pour le faire. Donc, sans plus tarder, la façon dont la prochaine heure va se dérouler, donc on va vous reparler de l'importance du plan stratégique comme un fondement de votre cadre de gestion. Donc, Josée Gilbert va vous adresser sur ce premier point dans quelques minutes. Ensuite, on va vous présenter des outils de pilotage et de gouvernance interne. Donc, quelques exemples des outils qui, à notre avis, sont primordiaux et doivent faire partie de vos réflexions et probablement de votre arsenal d'outils de pilotage. Donc, on va vous montrer des exemples tels que la pratique nous l'apprend. Et ensuite, le moment charnière, je dirais, de la rencontre aussi, on va avoir une entrevue entre Richard Côté et Denis Lessard sur la mise en œuvre d'un comité de direction. Donc, l'expérience de Denis dans la mise en œuvre exemplaire de son comité de direction et les apprentissages. Donc, je le vois sourire ici. Donc, il y a beaucoup de choses à dire et on va l'entendre sur le sujet dans quelques minutes. Et par la suite, on aura aussi d'autres points de vue et des recommandations de nos experts, donc Richard et Josée, dans la pratique, dans l'accompagnement des clients. Donc, il y a beaucoup de choses aussi, des observations qu'on va partager avec vous. Et on ouvrira aussi pour vos questions par la suite pour quelques sujets que ce soit. Donc, voilà, je vais céder maintenant la parole à Josée qui va parler de comment progresser avec une stratégie claire. Bien, bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est un de mes sujets préférés, la planification stratégique et surtout sa mise en œuvre. Ça peut être à la fois complexe et aussi très, très simple une fois qu'on a les bons outils et les meilleures pratiques. Donc, pour commencer un peu la présentation, je vais faire un petit rappel de c'est quoi un plan stratégique puis ça sert à quoi. Dans le fond, c'est un outil de gestion simplement. C'est un outil qui nous donne l'état futur de l'entreprise, qui nous donne aussi le plan de match là, pour comprendre quelles ressources, quelles tactiques on va employer pour atteindre nos objectifs. Il y a 3 grandes composantes d'un bon plan stratégique. D'abord, connaître d'où on part, savoir où on s'en va, puis savoir aussi comment on va y aller. Donc, connaître d'où on part, c'est souvent une portion qui est un peu escamotée. On a l'impression qu'on sait qui on est, mais souvent, on est
des fois le mauvais juge de où on est. Fait que c'est important de se challenger, de se faire challenger à cette étape-là. Puis ce qu'on veut faire vraiment au niveau de la situation actuelle, c'est comprendre ce qui se passe au niveau des différentes fonctions, que ce soit la production, les ventes et le marketing, que ce soit les ressources humaines et tout ça. On veut aussi comprendre les différents composants internes, par exemple des analyses financières bien structurées là, au niveau de nos produits, nos gammes, nos clients et tout ça. On veut comprendre aussi notre structure de gouvernance, nos compétences clés, les valeurs de l'organisation. Et je dirais le troisième point qui est vraiment, vraiment important, c'est de comprendre par quel modèle d'affaires on génère dans le fond de la valeur pour nos clients et pour notre entreprise. Donc, on va parler de nos avantages concurrentiels, on va parler de cartes de valeur aussi de nos clients et tout ça. Donc, situation actuelle, vraiment, c'est le temps de se challenger pour savoir vraiment d'où on part. Deuxième, c'est où est-ce qu'on veut aller. Donc, un bon plan stratégique encore va nous donner nos ambitions, les ambitions d'entreprise, mais aussi les ambitions du propriétaire, des associés, qui sont vraiment aussi importantes que celles de l'entreprise, sinon plus. Normalement, on va travailler des grandes stratégies génériques, que ce soit des stratégies d'innovation, d'excellence opérationnelle, d'intimité client. On va aussi voir aussi des stratégies de croissance ou encore on va travailler les fondements de notre entreprise dans l'état futur. Et finalement, la dernière portion, c'est vraiment la feuille de route. Donc, on détaille ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. On a investi dans le quoi, on a compris pourquoi on veut s'en aller là. Et je dirais que c'est là que commence le défi de toute organisation dans l'exécution du plan stratégique. C'est important de bien faire connaître aux employés la vision, les stratégies, donc d'avoir un bon plan de communication, de traiter aussi le plan stratégique comme si c'était le projet le plus important de l'entreprise parce que ça l'est, dans le fond, c'est la somme de toutes les initiatives de l'entreprise qui s'y retrouvent, puis bien sûr avec une rigueur dans le suivi. Et là, on arrive vraiment à la réalité du terrain. Hein? Quand on a des bonnes intentions avec notre plan stratégique, mais quand on arrive dans l'action, là, c'est là que le bas blesse. Hein? Qu'on soit une petite compagnie, une moyenne compagnie, une grande compagnie, c'est la réalité qu'on observe. C'est intéressant parce que c'est une étude qui a été faite il y a quelques années par le groupe Bain et qui mentionnait que 85% des cadres dans les organisations, donc des gestionnaires, disait que les obstacles à l'avancement de l'entreprise étaient davantage à l'interne qu'à l'externe. Donc, c'est quand même très intéressant et c'est d'autant plus vrai que quand on essaie de mettre la priorité d'un plan stratégique par-dessus tout ça, bien, on se confronte à un environnement de travail qui est désordonné, des communications qui ne sont pas fluides, des priorités qui sont changeantes, peut-être des fois des goulots d'étranglement qui sont aussi un peu partout dans l'organisation, incluant au niveau du ou de la PDG, des processus qui sont soit inexistants ou brisés et tout ça. Donc, toutes sortes de raisons, en fait, qui peuvent venir mettre un frein à l'avancement de notre plan stratégique. Donc, pour le PDG, l'important, c'est vraiment de comprendre que mettre en place un plan stratégique, c'est vraiment gérer une transformation organisationnelle et culturelle même. C'est un travail de longue haleine, c'est jamais terminé, puis ça passe beaucoup, beaucoup par la rigueur parce que toutes ces raisons-là vont tout le temps être dans notre chemin pour y arriver. Donc, une des conditions gagnantes, en fait, pour vraiment réaliser oh, il y a comme de l'animation sur celle-là. Une des conditions gagnantes pour y arriver, c'est vraiment de mettre un cadre de gestion en place. Un cadre de gestion, c'est quoi essentiellement? C'est vraiment une structure de communication qu'on met en place dans une entreprise avec des outils de gestion qui vont favoriser l'imputabilité, qui vont favoriser aussi le rendre compte dans l'organisation, puis aussi s'assurer qu'on a un alignement de tous les efforts et des décisions aussi qui sont faites dans l'entreprise. Donc, ça va passer par outiller les employés, accélérer la prise de décision, accroître l'imputabilité, puis
concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on met en place un cadre de gestion? Bien, on part d'un plan stratégique qui est clair, on part d'un plan d'action qui est détaillé, on part aussi d'une structure hiérarchique qui est claire, qui est définie, que tout le monde comprend. On part aussi d'un comité de gestion, un comité de direction, en fait, qui est imputable à la réalisation du plan, puis aussi un comité de gestion qui est imputable de la gestion de la performance d'une organisation. On a des structures de rencontres qui sont établies, qui sont prédictibles, en fait, et qui forcent, dans le fond, les communications à tous les niveaux dans l'entreprise pour amener la résolution de problèmes le plus près possible du terrain et amener l'escalade des problèmes qui n'arrivent pas à se résoudre au niveau du terrain. Et bien sûr, le dernier item qui est vraiment important, ce sont les indicateurs. On veut des indicateurs, on veut se mesurer et le comité de direction, dans le fond, devient un peu l'ambassadeur et le défendeur, en fait, du cadre de gestion qui est mis en place. Ça s'adresse autant aux petites compagnies qu'aux plus grandes compagnies. Dans les plus petites compagnies, qu'on ait 2, 4, 5 millions, 10 millions de chiffre d'affaires, on a besoin quand même d'un minimum de cadre de gestion pour s'assurer qu'on dégage aussi les dirigeants de l'entreprise pour qu'ils puissent travailler sur leur entreprise et non pas qu'ils soient complètement pris dans leur entreprise. Donc, tout ça, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'une structure de communication, c'est ce qui influence le comportement dans une organisation et donc, c'est ce qui influence aussi la culture de performance à l'intérieur de l'organisation. Donc, on veut, à travers notre structure de communication, favoriser l'imputabilité, un pouvoir d'agir aussi aux bons endroits, collaboration, une transparence, puis aussi un engagement de tous les joueurs à différents niveaux dans l'organisation. Dans la prochaine section, on va revoir quelques outils qui vont nous aider à piloter notre entreprise et surtout le plan stratégique et qui vont nous permettre, dans le fond, d'instaurer la rigueur. Le premier outil qu'on aime beaucoup, c'est la carte stratégique. La carte stratégique, en fait, c'est un outil visuel qui est très, très, très concis, qui nous permet, dans un seul coup d'œil, de comprendre les priorités de l'entreprise. Ce qu'on veut avec la carte stratégique, dans le fond, c'est de mieux communiquer de façon plus claire à nos employés, aux gestionnaires. On veut aussi l'utiliser auprès de nos clients principaux, probablement aussi auprès de partenaires qui sont stratégiques pour nous. Et ça comprend, dans le fond, trois choses principales, les fondements, la mission, vision, nos facteurs distinctifs et tout, les cibles aussi de l'organisation, puis ça comprend aussi les axes stratégiques et les initiatives qui viennent supporter les axes stratégiques. Donc, encore là, qu'on soit une grosse entreprise ou une petite entreprise, c'est un outil qui va avoir plus ou moins d'initiatives. Si on est plus petit, peut-être qu'on va se limiter à 2 ou 3 initiatives pour la prochaine année. Et si on est plus gros, on a plus de main-d'œuvre, plus de possibilités de séparer le travail. On va peut-être y aller de 4, 5, 10 initiatives et tout ça. Le prochain outil qui est vraiment intéressant et qui est très complémentaire à la carte stratégique, c'est le plan d'action détaillé. Un plan d'action détaillé, dans le fond, ce que l'on veut, c'est retrouver chacune des initiatives avec le nom des personnes responsables et avec les dates, et ça devient un outil visuel de suivi de façon mensuelle qui est fait par le comité de direction. Donc, super important comme outil, c'est la clé en fait de la réalisation et ce suivi-là doit être fait de façon extrêmement rigoureuse. Il n'y a aucune il n'y a rien qui peut arriver dans l'organisation qui peut nous empêcher de faire ce suivi-là, dans le fond, à tous les mois. Alors, je passerai la parole à mon collègue Richard pour la suite des outils. Merci beaucoup, José. Merci, José. En fait, je vais m'attarder ici sur la structure organisationnelle qui est optimale pour arriver à mettre en œuvre un cadre de gestion, un comité de direction. Quand on voit ce que José vient de nous mentionner juste avant, en fait, on peut se demander, c'est vraiment la poule ou l'œuf jusqu'à un certain point. Tout le plan stratégique, la réflexion de où on veut s'en aller au niveau de l'entreprise, puis la création du plan, il y a une équipe qui va devoir faire ça.
Alors, la réalité, c'est qu'on pourrait aussi bien trouver que tout commence avec la bonne équipe qui est derrière la création ou l'alignement de ces stratégies et, bien entendu, de décider les actions et chacun des gestes qui devraient être porteurs. Ce qui est important, je voudrais même le souligner, parce que toutes les entreprises ne sont pas ici tous à la même dimension. Certains vont avoir des stratégies extrêmement bien détaillées, bien évoluées, mais au minimum, peu importe l'organisation, ça nous prend un plan pour savoir, comme José mentionnait, d'où on vient, mais surtout où on veut aller. Et ce plan-là doit vraiment exister à l'intérieur de la direction. Alors ici, typiquement, ce que je vous représente, si je vous regardez le graphique qui est juste à côté, c'est vraiment une structure de gouvernance et un modèle d'opération qui va faire la transition entre le plan stratégique et l'exécution de ce plan stratégique-là. Et on fait le focus vraiment ici sur le comité de direction qui est au cœur de ce bascule-là entre la gouvernance et l'exécution. Si on regarde un comité d'administration, le conseil d'administration encore, ou un mélange avec le comité consultatif et les autres conseils, c'est vraiment la gestion des actionnaires. On est beaucoup plus dans la gouvernance d'entreprise. C'est des gens qui vont endosser justement le plan stratégique et vont nous aider. Mais c'est au comité de direction que revient la responsabilité de créer ce plan, de le faire approuver et de le livrer. Alors, ce qu'il faut, c'est être capable de, dès le début, créer une structure qui est vraiment adaptée à la réalité de notre modèle. Alors, vous allez voir sur la page suivante, je vais vous montrer un peu, puis là, on va revenir à la page si tu veux, mais François, mais on va reparler un peu parce que la réalité, il faut créer la bonne structure en fonction du modèle et de l'organisation qu'on est. Il va y avoir vraiment une importance à créer les rôles ou comprendre exactement qui doit participer à l'intérieur de ce comité de direction. Chacun des personnes qui sont dans le comité de direction doivent être partie prenante de la stratégie, des champions de l'agenda stratégique. Ces champions-là vont vraiment gérer la performance, mener le plan et aussi emmener l'imputabilité, non seulement envers eux, mais aussi envers l'ensemble de l'organisation. Ils vont gérer grâce à des livrables qui sont précis, structurés, sur lesquels on s'est engagé. On est capable de parler, d'articuler et pour lesquels on va mettre aussi des valeurs non juste qualitatives, mais surtout quantifiables. On va mesurer ces performances-là. Tout à l'heure, José mentionnait que arriver à mettre en place un plan stratégique aussi, c'est un changement de culture. Il ne faut pas l'ignorer. C'est vraiment du change management. On doit travailler cet aspect-là. Et le comité de direction s'engage aussi dans ce niveau-là de gérer le changement, le développement des compétences et d'emmener les gens justement à répondre positivement à la direction de l'entreprise. Finalement, en termes simples, c'est vraiment les responsables du plan de communication. Ils deviennent les ambassadeurs au sein des organisations, de l'organisation, de la direction de l'entreprise. Je vais peut-être un dernier point avant de passer, de basculer. Il y a une importance aussi particulière sur le rôle ici qui est illustré comme le PDG. Si on regarde le PDG, ça peut être un champion, ça peut être une personne dédiée, mais il y a clairement un champion ou un leader de ce rôle-là, qui est la personne qui, justement, est le représentant entre, soit le propriétaire lui-même, il n'y a peut-être pas de redevance vers un conseil d'administration, mais c'est la personne qui mène le champion et son influence, son image, vraiment, c'est le capitaine du bateau, puis c'est lui qui va mener la barque à bonne destination, si vous me permettez la comparaison. Alors, regardons par exemple des petits modèles ici qui peuvent être différents où on a mis ici un organigramme avec des rôles combinés. On a énormément dans beaucoup de nos entrepreneurs au Québec des groupes de famille, des conseils de famille où il y a un PDG ou c'est un membre de la famille. Il y a une réalité ici où c'est important justement, et on le recommande, nous, dans nos pratiques, de bien scinder. C'est rarement une bonne chose que c'est le comité de famille qui dirige la direction stratégique. Ils doivent nommer un représentant, un ambassadeur qui va mener cette barque-là.
Et les organisations, même les plus simples derrière ça, il va falloir créer cette structure-là, soit avec les vice-présidents, qui sont ici, par exemple, dans celui de gauche, des opérations des ventes ou des RH, qui deviendrait le CODIR qui championne l'exécution stratégique. Dans un simple, c'est aussi simple que si on a un PDG avec des superviseurs et un chef financier, c'est la même chose. On aura créé un plan, des actions, se donner des cibles et gérer sur une base régulière ce progrès-là. Et de l'autre côté, des organigrammes un peu plus complexes des autres compagnies. Alors, l'illustration est ici. Je crois qu'on peut passer à la prochaine page. Richard, on a quand même une question aussi d'un participant, une question qui ressort très régulièrement. Lorsqu'on a le rôle du PDG qui est découpé justement entre un président et un directeur général, qui assume le rôle de leadership? Entre un président et un directeur général, c'est une décision que le groupe doit faire. Si le président est actif dans la business, il est activement inséré dans l'organisation, il peut très bien occuper le rôle. Mais en général, le DG va devenir un des champions très actifs de transporter la chose. Le président va souvent peut-être se retrouver un peu plus dans un rôle de transition entre le CA et le DG lorsque dans l'organisation, c'est scindé. En tout cas, c'est ce que je vois. Je ne sais pas si mes collègues ont une vue différente, mais c'est encore une question de décision. L'important, c'est de bien scinder et de comprendre que si le président fait juste passer et est un touriste, à ce moment-là, excusez l'expression, il devrait se mettre plus au niveau d'un CA. Par contre, s'il est vraiment actif, puis il a à cœur, puis il veut rentrer à ce moment-là, il assume le rôle pleinement de la direction de l'entreprise. Parfait. On pourra en revenir dans le questionnement par la suite. Juste un instant. J'ai de la misère avec la vue de mon écran ici. Parfait. Parce que je voulais vous présenter aussi la fréquence ici de ce que ça devrait contenir chacune de ces réunions. Excusez. Alors, lorsqu'on parle d'une réunion du conseil d'administration, le rôle ici, on en parle justement un peu, c'est vraiment de gouverner l'entreprise, examiner les questions de politique, les problèmes en vue des intérêts des actionnaires. C'est vraiment pour s'assurer que l'entreprise génère de la plus-value aux actionnaires. C'est des rencontres qui, en pratique, qui sont trimestrielles et annuelles où elles vont participer justement avec l'équipe de direction à la création du plan stratégique ou de revisiter le plan stratégique. Nous, on s'intéresse particulièrement dans l'exécution de la stratégie. C'est l'équipe de direction. Ce groupe-là vont vraiment élaborer la stratégie, vont allouer les ressources. C'est toute la notion d'imputabilité ici, la mise en œuvre, discuter des enjeux stratégiques, puis vraiment mesurer la performance. C'est vraiment au cœur de l'exécution. S'il y a quelque chose où on doit vraiment emmener un changement puis une importance, c'est bien comprendre ce rôle-là de la réunion de l'équipe de direction. Elle est mensuelle, elle est trimestrielle, puis elle est annuelle, justement, avec le conseil d'administration où on fait une revisite, où on réétablit les nouvelles directions stratégiques. Je vous parlais des réunions opérationnelles parce que celles-ci, souvent, elles sont confondues avec les réunions de l'équipe de direction. Même dans les plus grandes entreprises avec qui je travaille, c'est probablement un des dangers les plus importants, c'est que les réunions d'équipe de direction se retrouvent à être des réunions opérationnelles, où on parle de mécanique, d'outillage, de problèmes. Et c'est là où on perd la perspective souvent de ce qui s'en vient, où on s'en va, et on tombe vraiment dans le day-to-day. Et vraiment, à ce moment-là, on perd la direction de l'entreprise. Et c'est bien important de créer une structure qui permette de diviser nos réunions opérationnelles pour que, surtout dans les réunions, les groupes les plus petits, d'arriver à arrimer 2 types de réunions et de séparer ces agendas-là, ces ordres du jour pour qu'on ne mélange pas le rôle de chacune. Celles-ci, elles sont souvent hebdomadaires, mais aussi il y aura au niveau opérationnel souvent des plus grandes réunions trimestrielles. Finalement, je ne m'attarderai pas aux réunions du personnel, mais ce qu'on peut voir ici, c'est de toute façon au niveau de la communication, au niveau de l'engagement et au niveau de la direction qui est donnée, c'est important que le message transcende
tous ces niveaux-là au niveau de la direction de l'entreprise. Une autre page. Ici, on parlait un peu des tableaux de bord et au niveau de l'imputabilité, au niveau de la direction, on va mettre en place des initiatives. Écoutez, dans ma profession, il m'arrive de voir qu'il y a deux types de données qui n'existent pas. Il n'y a pas de chiffre quantifiable au niveau des initiatives ou des stratégies de croissance qu'on s'est données, des directions, des chiffres tangibles qui ont été créés. Puis encore et souvent aussi, il n'y a pas de dates qui ont été mises, il n'y a pas d'échéancier. Alors, parlons surtout ici des données. OK? Au niveau des réunions, on a souvent un type de données qui sont liées à la provenance des entreprises au niveau des résultats financiers, des résultats opérationnels. Elles vont faire partie de réunions de la comité de direction. Mais elles vont prendre une ampleur, puis elles vont être personnalisées pour qu'elles supportent et elles parlent parlent contre justement la stratégie. On va ajouter aussi au niveau de nos données, puis on va s'assurer, c'est là que ça devient un peu plus difficile dans certaines organisations, de bien identifier les unités de mesure qu'on veut placer contre nos initiatives stratégiques, soit des performances financières ou encore des données opérationnelles qu'on veut ramener au niveau du comité de direction. On veut que dans le comité de direction, on n'ait pas les rapports de tous les différents services. On veut s'assurer qu'on ait un tableau de bord qui reflète la réalité de ce que nous avons au niveau de nos plans d'action, au niveau de nos initiatives de croissance et les résultats d'entreprise qui parlent vis-à-vis de la direction stratégique. Une autre page. Une notion aussi qui est importante d'ajouter au niveau du mix de stratégie, au niveau des indicateurs qui mesurent. Et c'est bien important de s'assurer d'emmener à l'intérieur de nos tableaux de bord, de nos unités de mesure, des indicateurs, non seulement de résultats. Alors, des indicateurs de résultats, c'est vraiment vos états financiers, des indicateurs qui sont, qui sont le revenu net, la marge brute, le taux de roulement, qui sont vraiment des résultats qu'on ne peut que regarder devant nous. Tandis que les indicateurs de processus ou les leading KPI, ceux-ci sont particulièrement importants. Personnellement, je mets énormément d'emphase sur travailler à développer ceux-ci. Ils ne sont pas nécessairement si évidents, mais ce sont tous les indicateurs qui vont nous permettre de voir que nos initiatives stratégiques qu'on a abordées nous mènent vers la direction. Nous aident à prévoir que les gestes qu'on portent fruit. Souvent, dans un simple carnet de commandes là, ou encore notre pipeline de commandes ou encore notre taux de conversion de nos soumissions vont être des exemples là, de leading KPI qui peuvent être très utiles. Mais l'important, c'est qu'au niveau du comité de direction, on ait accès, puis qu'on regarde notre performance et la direction où on s'en va, on soit capable d'avoir un mélange de ces deux types de résultats-là. Change. Alors ici, je vous ai mis des représentantes visuelles. Je vous encouragerais, écoutez, ce n'est pas donné à tous, là, ça dépend des ressources que vous avez, mais en même temps, on veut essayer le plus possible de ramener des rapports d'une forme visuelle. Ici, je vous ai pris simplement un rapport qui est produit par un outil qui est assez commun aujourd'hui sur l'industrie, c'est le Power BI de Microsoft. On arrive à faire des représentations graphiques très intéressantes qui portent. Alors, c'est d'amener des tableaux de bord ou encore un terme que là, je n'élaborerai pas ici aujourd'hui, mais des balance scorecards qu'on peut utiliser pour justement porter et parler, pour arriver à être très efficace lors de nos réunions pour voir nos progrès. Alors, on est capable de faire des ratios, capable de faire des mesures. L'important, c'est que ces tableaux de bord-là soient créés à partir lui-même du comité de direction et à partir des stratégies. Elles doivent être porteurs du message que vous cherchez à avoir pour vous aider à vous faire des ajustements, à vous rendre confiant que la direction que vous donnez à l'entreprise, elle est utile. On doit vraiment s'assurer que c'est des données qui portent.
Voilà un autre exemple ici qui a été pris. Ça, ce qui est intéressant, c'est que c'en est un qui a été créé strictement par les applications Excel. Ils sont disponibles dans toutes les fonctionnalités Excel pour créer justement des tableaux qui parlent. Alors, typiquement, dans les réunions, chacun des responsables arriverait et pourrait parler et animer une discussion vis-à-vis chacune de ces indicateurs qui lui appartiennent pour animer ou parler des progrès qu'on a vis-à-vis chacune des initiatives. C'est le rôle du tableau de bord. Alors, finalement, en résumé, là, lorsqu'on voit, on a parti de José tout à l'heure qui nous disait qu'on a besoin d'avoir un plan. Il faut être capable de savoir. Alors, on doit avoir à ce plan-là un champion, quelqu'un qui accepte la responsabilité de dire que c'est moi qui vais le livrer, j'en suis imputable, OK? Alors, une fois qu'on a ça, on a cette direction claire-là, on sait on est ambitieux, elle est atteignable, on l'a articulé, on l'a créé. Maintenant, ce qui est bien important, c'est pour toute organisation, c'est de garder le focus lorsqu'on fait ça, c'est-à-dire ne pas se faire distraire, prioriser, planifier, puis de faire des suivis réguliers. Puis finalement, une qui est réelle, c'est pas la saveur du mois, c'est quelque chose qu'on emmène et on introduit comme culturel, on est exigeant, on emmène rigueur et discipline, on montre l'exemple. C'est particulièrement un des rôles du PDG, de créer, de s'assurer que les outils soient mis à jour, qu'il y ait l'imputabilité, qu'on maîtrise nos données financières, puis que les gens arrivent dans chacune des réunions préparés et capables de communiquer clairement à l'ensemble de l'organisation les directions de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Richard. Il y avait une dernière question qui était en lien avec un de tes sujets. Je vais essayer de la traduire correctement. Donc, la question était, quelle est la réunion la plus populaire ou la structure de réunion la plus populaire pour justement des réunions stratégiques? OK? Et là, la question, une sous-question du même participant, c'est est-ce qu'on devrait faire ces réunions de stratégie-là trimestriellement ou annuellement? Donc, point de vue sur une réunion stratégique d'entreprise, comment qu'on peut décliner cela? Personnellement, annuellement, il devrait y avoir un genre de lac à l'épaule, une organisation où, avec l'équipe justement qu'on a créée, on revisite ou on commence le développement de notre plan stratégique. Là. Je ne rentrerai pas dans toutes les modalités de créer le plan stratégique. José en a glissé des mots. Mais par la suite, je recommande, moi, que ça fait à tous les mois, avec les résultats du mois, il y ait une mise à jour de notre progrès, du plan qu'on s'est élaboré, des réunions d'1 heure, 2 heures pour s'assurer que ça reste toujours présent dans nos esprits et que le leader soit capable de donner une mise à jour. Et trimestriel, on pourra avoir à ce moment-là des réunions un peu plus longues où on invite des intervenants qui ne sont pas nécessairement du comité de direction à venir partager des mises à jour sur leur progrès, leur collaboration qu'ils font. Et ça donne aussi en même temps une occasion à ces gens du développement personnel, de créer de la profondeur au sein de l'organisation et de leur donner une chance de faire valoir leur savoir. Voilà. Merci, Richard. Il y a une autre question avant qu'on passe au prochain sujet. Je pense qu'elle est vraiment pertinente et intéressante. Bon, on entendra probablement aussi Denis sur ce volet un peu plus tard. L'imputabilité semble être la clé maîtresse du succès à venir. Comment la définir et l'implanter au-delà de l'aspect financier, donc de la bonification ou l'augmentation de salaire? L'imputabilité, c'est beaucoup la notion j'appelle ça de responsabilisation, l'empowerment. La personne s'engage et se commet et met en place les plans. Et pour les plans, à ce moment-là, on n'a pas nécessairement que des résultats financiers, on a des échéanciers, on a des activités claires qui ont été définies, qui doivent être livrées en temps et lieu et communiquées, structurées, et pour lesquelles on peut les mesurer autre que par autre chose que des résultats financiers, que ce soit le taux de satisfaction de la clientèle, par exemple, si c'est un indicateur qu'on a retenu, on doit montrer qu'on est capable de faire bouger l'indicateur d'une façon favorable. Mais c'est justement l'utilité d'avoir tous nos indicateurs de performance bien alignés pour que l'engagement, le commitment, je pourrais dire, des membres du comité de direction soient capables de dire que ce sont des gestes porteurs vis-à-vis que je suis responsable. Et
Je me rappelle une fois dans un des mandats que j'ai commencé avant d'être à la BDC, on avait préparé un plan stratégique. Le directeur des ventes avait collaboré avec un groupe que je nommerai pas ici. Il avait tout fait son plan de vente, tout était là, puis soudainement, il arrive, lorsque je le rencontre, je dis, alors toi, c'est ton forecast ça, pour les prochains 6 mois. Ben, il dit, c'est impossible de faire ça, là. Il dit, tu me dis que je vais faire X millions de dollars, on n'a même pas encore commencé. Alors, il dit, ben, pourquoi tu n'as pas mentionné ça avant? La réalité, c'est bien comprendre que durant les gens, ça revient à avoir les bonnes personnes, bien comprendre leur rôle, mais que qu'est-ce qu'on met dans un plan stratégique? Un des mots qui a été écrit plus tôt dans la présentation de José, c'est que c'est réalisable et les gens sont les yeux vraiment ouverts de dire que si on met ça là, on va le faire. OK? Mm, mm. Si je Merci. peux compléter, Richard, Mm. l'imputabilité, en fait, hein, c'est un mot qu'on a avec lequel on a de la difficulté, mais c'est vraiment en mettant des choses sur pied, du rendre compte et tout ça, puis de le mettre jusque sur le terrain. Par exemple, si je suis un centre de distribution, ben, je vais vouloir faire une tournée de plancher, par exemple, le matin avant que mes employés soient là ou dès le départ, puis vraiment m'assurer que le superviseur, par exemple, qui va faire la tournée de plancher, ben lui, son objectif, c'est d'enlever toutes les problématiques, de régler toutes les problématiques qui peuvent arriver dans la journée et qui peuvent empêcher les gens de travailler dans le fond et de manquer soit de matériel, soit est-ce qu'ils ont toute l'information dont ils ont besoin et tout. Fait que ça, c'est un exemple pour amener de l'imputabilité. Si la personne a sait ce qui est attendu, si la tournée de plancher, elle est vraiment décrite sur une feuille 8,5 par 11, puis tu la revises, tu checkes les endroits que tu as validés et tout, ben c'est sûr que ça va amener de l'imputabilité versus ce qu'on a à faire. Même chose, tu vas vouloir certainement avoir peut-être une rencontre d'opération qui, des fois, peut durer juste 15 minutes, mais cette rencontre-là peut avoir lieu une fois par semaine ou des fois, dépendamment de la nature des opérations, ça peut être une fois par jour. Donc, le plus possible, on veut que ces points de communication-là soient fréquents et beaucoup plus courts pour être vraiment tournés vers l'action, puis que les gens sachent qu'est-ce qu'ils ont à faire pour qu'on puisse faire une bonne job collectivement, soit dans la journée, soit dans la semaine, soit dans le mois. Fait que tout ce qu'on a amené comme étant des règles de base pour le comité de direction, ben, c'est exactement la même chose aussi à tous les différents niveaux. Et c'est comme ça qu'on amène de l'imputabilité. Quand c'est clair ce qui est attendu, la plupart des employés deviennent imputables parce que c'est clair. Ils ont aussi à se rapporter à des collègues aussi. Quand tu fais des rencontres et que tout le monde doit avoir fait sa job, si toi, tu ne l'as pas fait, ben peut-être ça va arriver une semaine, peut-être ça va arriver 2 semaines, mais la troisième semaine, tu vas être sur le spot. Et je dirais que souvent, c'est plus efficace même que le boni, hein, d'être devant ses collègues puis d'être celui qui avance pas, ben ça te met sur le spot. Fait que c'est comme ça, dans le fond, avec des outils tangibles qu'on amène de l'imputabilité dans une organisation. Très bons exemples, José Parfait. et Richard, merci beaucoup. Le temps file, Oui, on voit le temps filer. Donc, je vais parler du dessert ou du clou dans le spectacle. Donc, ben, Denis et Richard, donc je pense oui, qu'on est intéressé d'entendre le point de vue de Denis oui, ben, bonjour. sur Juste le quelques sujet. mots, présenter Denis Lessard, qui est PDG d'AR Bailey. AR Bailey, c'est un leader au Canada dans la livraison du juste à temps de boîtes de carton, possiblement de vos boîtes de carton. Alors, ils le font tellement bien qu'ils peuvent revendiquer qu'ils fournissent vraiment un avantage à votre flux de trésorerie. En vraiment dire, c'est la pierre angulaire de leur offre, c'est beaucoup plus que le carton. C'est une contribution au flux de trésorerie des entreprises. Alors, bienvenue, Denis. Bonjour. Merci. Écoute, Denis, c'est un petit bout de temps qu'on travaille ensemble. Quand on s'est rencontrés, tu me mentionnais que vous aviez de la difficulté à exécuter votre plan stratégique. C'était laborieux. OK? Peux-tu me dire c'était quoi la problématique que tu percevais à ce moment-là? Et nous, chez nous, on avait déjà des bonnes habitudes au niveau des revues annuelles ou occasionnelles de la planification stratégique. Là où on se faisait prendre en défaut, c'est dans l'exécution. On se faisait rattraper par le quotidien, par l'opérationnel. Okay. C'est vraiment qui était le souci. OK?
Puis c'est quoi le besoin de changement que tu voyais comme étant nécessaire, que tu voulais, qui était probablement ce que tu souhaitais au niveau de ce changement-là, de changer le degré d'opérationnalité? Bien, c'est ça. La structure de la planification stratégique était bien mature, mais il fallait aller dans le quotidien, au-delà de l'opérationnel. Donc, ça prend un niveau d'engagement de l'équipe qui, comme le quotidien disparaît pas, les choses qu'on a à faire chaque jour disparaît pas, ça prend un niveau d'engagement de l'équipe de direction qui garde toujours en vue les grands objectifs qu'on a ressortis au niveau de la planification stratégique. Avec les cibles étant les cibles, les objectifs tracés étant les choses les plus importantes à réaliser, comme José disait plus tôt. Ouais. Et tu me parles d'engagement et l'engagement est probablement un élément très important. À quel point, quel outil, quelle façon de faire tu vas chercher l'engagement? Qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher l'engagement de ces gens-là? Parce que c'est la dualité en ce moment, ce que tu me parlais, c'est entre l'opérationnel et l'engagement de dire, écoute, on va vraiment travailler sur le long terme, là, sur les initiatives qu'on a mises en place. C'est ça. La question qu'on se posait en fin de planification stratégique, justement, puis que moi j'adressais aux membres, c'est est-ce que ça vous tente vraiment de réaliser ce plan-là? Est-ce que ça vous tente de façon individuelle de réaliser ces objectifs-là qui sont tracés dans votre cours? Donc, c'est à ce moment-là, ça nous prend une réponse franche et des gens capables de réaliser ces objectifs-là. Souvent, on peut se faire dire que ça nous tente puis on veut faire ça pour réaliser à terme qu'on n'a pas des gens qui sont outillés ou qui sont bien placés ou qui sont autrement motivés pour faire ces choses-là. Je pense, la vue qu'on a eue ensemble, c'est de s'assurer qu'on avait cette qualité d'équipe-là pour se commettre aux objectifs pour les livrer. Il manquait aussi une structure légère où les objectifs pouvaient être mesurés et suivis. Parfait. Et si tu avais, toi, en ce moment, compte tenu là, du progrès qu'on fait à ce niveau-là, tu avais des conseils à donner à soit une plus petite ou à une entreprise en général qui aurait justement à revoir ou à retravailler sa structure pour faire avancer la stratégie, quelles seraient les quelques recommandations que tu donnerais là, à ce stage-ci? De s'assurer d'avoir les coéquipiers capables et engagés autour de la table. D'établir une structure de réunion comme tu l'as abordé plus tôt dans la présentation, une méthode de communication avec un ordre du jour connu à l'équipe et puis identifier un champion. Identifier vraiment un champion qui va s'assurer du suivi des initiatives, qui va aussi identifier et suivre les indicateurs de performance, les leading KPIs dont tu parlais plus tôt, c'est-à-dire pas les états financiers, mais plutôt ce qui précède les états financiers. Dans votre cas, si tu me permets, parce que je connais, vous avez choisi de créer un poste de presque un gestionnaire de projet qui fait le suivi puis qui assure un peu un genre de police pour garder les gens sur le pas. Et ça aide énormément à assurer que les gens arrivent préparés, que les ordres du jour sont faits. C'est un rôle qui est très bien ficelé dans votre organisation. Mais toi, tu es le leader dans ton organisation, c'est toi qui es le président et champion de la stratégie. C'est quoi ton rôle que tu penses qui a changé ou comment tu le vois vis-à-vis de l'engagement et l'imputabilité? Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, dans mon cas, une fois qu'on a les bons joueurs, qu'on s'est assuré d'avoir la bonne équipe, il faut agir comme, pour moi, c'est le défi, c'est de devenir un chef d'orchestre. Puis de laisser les joueurs de l'équipe exprimer leur talent pour qu'ils puissent trouver leur satisfaction et leur fierté dans leur réalisation.
sont fiers de ramener les réalisations au comité. Donc, mon rôle, c'est en quelque sorte d'être chef d'orchestre puis m'assurer qu'il y ait les ressources nécessaires pour exercer leur talent. Il faut rester vigilant sur leur engagement, puis la préparation de l'équipe, par exemple, au moment de se rencontrer. Parfait. Puis toi, personnellement, est-ce qu'il y a-tu des choses à travers du processus que tu as vu que tu voulais te développer, changer, apprendre une approche un peu plus différente, que ce soit au niveau de la rigueur, l'imputabilité, je ne mets pas des mots, là, mais est-ce que tu penses, toi, que tu as travaillé comme plan personnel? Je pense que ton équipe s'est questionnée. Toi, est-ce que tu t'es questionné sur la façon de faire? Bien, c'est dans le fond de construire un cadre où, dans le fond, la mesure est prise, la mesure est rendue. Puis au-delà de ça, laisser le talent s'exprimer. OK, good. Excellent. As-tu d'autres petits commentaires que tu voulais me dire au niveau des questions, là, au niveau de ton expérience de refonte de ta façon d'approcher la mise en œuvre de tes plans stratégiques? Parce que tu as quand même beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Bien, moi, je pense qu'une des problématiques qu'on a vécues, Richard, dans le cadre de ton implication aussi, tu l'as vu, puis même un petit peu antérieurement à ça, c'est justement de s'assurer, on peut avoir des gens de talent, mais si les objectifs qui sont dans leur cours sont pas cadrent pas dans leur désir professionnel ou personnel, il faut en prendre acte, puis s'assurer qu'on a des gens qui vont être là, capables et intéressés à réaliser des objectifs. Parfait. Je vois le temps avancer. Je voudrais laisser des chances aux gens, à l'équipe, à tout le monde qui est présent de poser des questions. Hey, merci, Denis. J'apprécie beaucoup. Puis, Denis, garde juste en complément aussi peut-être aux questions de Richard. Puis, en fait, avant de poser ma question, je vais inviter les gens dans l'audience à peut-être partager leurs questions dans le chat, que ce soit des questions pour quiconque là, sur notre tribune, José, Richard ou Denis. Ça serait le temps de le faire. On a encore un 12 minutes où on va pouvoir essayer de répondre à vos questions. Moi, Denis, c'est une question précise. Ton niveau de préparation, okay? Quand tu as voulu, dans la préparation de tes comités de direction, est-ce que tu as changé la façon de te préparer ou d'arriver préparé dans ces sessions-là ou pour toi, ça a toujours été la même façon? Est-ce que tu as vraiment décidé d'enclencher des actions différentes pour avoir un niveau de préparation optimal avec tes équipes? Non, ce qui est différent, ce qu'on a changé formellement, par exemple, c'est de distinguer les réunions opérationnelles de celles stratégiques. Puis vraiment amener les points stratégiques au bon moment, puis s'attarder à ça et de ne pas se laisser embarquer dans l'opérationnel dans ce cadre-là. On continue d'avoir des rencontres opérationnelles qui vont régler des problèmes plus quotidiens, qui peuvent contribuer de façon accidentelle aux stratégiques, mais on a des réunions stratégiques spécifiques identifiées formellement. Ça nous permet d'avoir plus de focus parce que justement, on peut se préparer exactement en fonction de ça. Ça amène un focus, comme le disait Richard. Puis quand tu parlais de tes talents aussi, tu as identifié ton équipe, tes talents qui étaient en mesure probablement d'être sur ces rencontres de direction-là. Mais tu parlais aussi le fait que des fois, les objectifs n'étaient pas réalistes ou à la hauteur de leurs ambitions. Donc, j'imagine que tu as été confronté à ça également au sein des membres de ton équipe. Peux-tu m'en parler un petit peu plus? Bien, en fait, ce que j'évoquais, c'est que, par exemple, il y a des gens qui avaient un talent certain, qui pouvaient même jouer un rôle à l'intérieur de notre compagnie, qui était intéressant. Cependant, quand on leur demandait de réaliser certaines choses qu'on avait indéniablement
énoncés comme essentiels à ce qu'on atteigne nos objectifs, on voyait que ça ne cadrait pas au niveau personnel. Il n'y avait pas de... Il reconnaissait que c'était important, mais il voulait laisser à d'autres le soin de réaliser ça. Donc, il y a un disconnect entre les objectifs qu'on a pour l'entreprise puis les objectifs un peu plus personnels qui rentrent dans le cadre du professionnel, mais qui ne s'attachent pas à l'individu. Donc, il faut l'énoncer et avoir une conversation à ce sujet-là. Ça mène pas nécessairement à une tragédie. C'est juste de réaligner, de refaire la connexion entre ce que les gens veulent réaliser puis l'objectif qu'on a comme entreprise. Une question qui va dans le même sens, Denis, d'un des participants. Donc, avez-vous été amené à changer des joueurs du CODIR? Si oui, quel a été l'impact? Parce qu'évidemment, au-delà de la nomination, il faut livrer le plan. Donc, est-ce que c'est une réalité auquel tu as fait face? Oui, ça prédatait, dans le fond, pour une part, l'arrivée de Richard, mais on a été obligé de constater que, justement, il y avait, dans le cadre d'un joueur, il y avait vraiment pas d'engagement à la réalisation des objectifs stratégiques. Au niveau opérationnel, c'était correct, mais au niveau de ce qu'on voulait faire à plus haut niveau, ça ne cadrait pas. Donc, on a eu dans ce cas-là, on l'a énoncé, puis ça fait... je vais faire le retour sur ce que José disait plus tôt. Ça devenait gênant pratiquement pour cet individu-là de revenir au niveau de la planification stratégique, puis de constater que dans sa cour, il n'y avait rien qui avait avancé. Ça a amené un remplacement finalement, puis par la suite, de trouver le bon talent pour faire ça, ça nous propulse. Donc, ça prend du courage managérial, c'est clair, de passer à travers cette étape-là. Bon, il faut le dire, oui. Il faut dire des choses. Puis on voit aussi, si je peux me permettre de compléter, on voit aussi des cas où ce sont eux-mêmes les gens qui s'annoncent en disant « Je réalise que ce que vous avez besoin de moi, c'est pas ce que je suis capable ou en mesure ou c'est pas ce que j'ai le goût de faire présentement et ça remet les choses à la bonne place. Puis des fois, ces gens-là peuvent rester dans l'organisation s'ils sont bons au niveau opérationnel, mais ils ne feront pas partie du comité de direction, par exemple. Puis ça, souvent, c'est d'une entente commune. Il y a quelques exceptions où les personnes ne le voient pas. Ils ne réussissent pas, c'est évident pour tout le monde et là, effectivement, il faut agir, mais je dirais que dans beaucoup de cas, quand on amène une direction, qu'elle est claire, qu'elle est partagée, qu'elle est communiquée, la plupart des gens se placent s'ils ont le talent et le désir de travailler sur la mission de l'entreprise et sur la réalisation du plan stratégique. Exactement. Merci, José. Peut-être une question aussi, José, de par ton expérience, un entrepreneur ou une organisation qui voudrait justement prendre le temps nécessaire pour bâtir une équipe, un comité de direction, puis une mise en œuvre, tu sais, là où ça devient fluide, puis qu'on a les bons joueurs, puis on a les bons outils, ça peut prendre combien de temps? Écoute, c'est une question qui est difficile à répondre parce que ça dépend beaucoup de la grosseur de l'entreprise, ça dépend beaucoup d'où on part et tout ça. Juste l'idée de mettre les outils en place, c'est vraiment pas long, les outils en place. On parle des fois de quelques rencontres et c'est surtout que ça a besoin de cogiter un petit peu entre les rencontres. Par exemple, si on commence à dire quels sont les indicateurs qu'on doit mesurer et tout, ben, on va avoir tendance à répondre ceux qu'on mesure déjà, mais vraiment pour changer notre organisation, l'amener où on veut, il faut réfléchir. Fait que des fois, ce n'est pas le temps qui est demandé dans la rencontre, c'est l'espace de cogitation aussi, puis de discussion autour.
Et je dirais, ça peut aller de une rencontre à 4, 5, 6 rencontres, des fois de 2, 3 heures et tout ça. Et une fois qu'on a les outils, ben les outils, c'est jamais final. On les améliore tout le temps. Entre autres, des indicateurs, c'est fait pour être changé. Des fois, si on amène un indicateur pour une problématique dans notre entreprise, bien, il doit être changé une fois que la problématique est réglée et tout ça. Donc, l'important, c'est de voir ça aussi comme étant un processus continu. Puis je dirais, le défi, c'est de garder la rigueur de ces rencontres-là. Puis je dirais, sur au moins une année, les gens comprennent que tu n'as pas l'intention d'arrêter. Si tu le fais 1 ou 2 ou 3 mois, bien, tu vas revenir au point de départ très, très rapidement. Mais vraiment, je dirais que c'est la constance, la rigueur et tout ça. Puis je dirais aussi qu'avec le comité de direction, souvent, quand on implante des petites rencontres opérationnelles et tout, ça vient ficeler ce qu'on tente de faire en haut jusque sur le plancher, dans le fond. Fait que normalement, quand on implante des cadres de gestion, on aime le faire jusqu'en bas, en fait, pour que ça fasse du sens puis qu'on ait un entonnoir là et que Ça tout le monde cascade. comprenne qu'est-ce qui est attendu d'eux dans l'organisation à leur niveau à eux. Merci, Donc, Josée. le Juste un temps, petit mot. Ouais. peut-être quelques rencontres, ça peut être 1 mois, 2 mois, mais c'est la durée, puis après ça, c'est l'amélioration continue. Juste, Merci, moi, ce que Josée. j'aime Oui, Richard. dire, il y a comme faire un bon comité de direction, il y a l'urgence de le faire, mais il y a la patience d'en arriver à destination. Merci. Il nous reste seulement 3 minutes. Il y a une dernière question rapide que je viens de voir arriver dans le chat. Donc, est-ce que le succès d'une activation d'un comité de direction devrait imposer la présence d'un accompagnateur externe? Donc, qui a envie de se lancer en 1 minute? Je serais Ben, curieuse d'envoyer la question la à question à Denis. Qu'est-ce que Denis. lui Oui, en ce que je pense? pensais, Denis. Oui, exactement. Je pense que c'est vraiment C'est dédié pour Denis. Denis. Tout à fait. Bien joué, José. En fait, c'est vrai que ça aide à l'origine, mais il faut nous-mêmes, comme comité, je pense, assumer à terme la responsabilité de ça. Mais pour mettre la discipline en place, ça peut être utile, oui, effectivement. Merci, Denis. Dernier point aussi, entre devenir membre d'un comité de direction, est-ce que c'est un privilège? Et encore une fois, là, donc, un leader, un directeur ou un VP dans une fonction, est-ce qu'il mérite automatiquement son rôle dans un comité de direction ou ça devient un privilège? Ça revient à la notion de Richard de champion. Non, sérieusement, c'est ça qu'il faut comprendre. Les gens qui sont là dans le comité stratégique, c'est un privilège. C'est les gens qui ont les mains sur le guidon de l'entreprise, qui sont vraiment les champions de tout ce qui va se passer. Et d'ailleurs, je peux juste emprunter, Denis le sait, ça revient à toute la notion d'imputabilité. Quand quelqu'un ne met pas les mains sur le guidon, on s'en aperçoit très rapidement. Quand l'équipe commence à se former, puis les réalisations arrivent, et il faut avoir des gens qui sont committed, engagés à faire la réalisation. C'est pas parce que chacun des VP doit avoir chacune des personnes qui est là doit avoir un rôle dans l'exécution du plan stratégique et l'assumer pleinement. Merci beaucoup. Donc, écoute, c'est vraiment tout le temps qu'on a aujourd'hui. Ça file vraiment très rapidement 1 heure. Je voudrais remercier, premièrement, Stick nous avoir permis d'élaborer sur un sujet stratégique important. Également, nos panélistes. Merci beaucoup, Denis, pour ta participation. Denis, Richard, merci. José, même chose. Donc, Sybille, je te redonne la parole pour quelques secondes. Oui, merci François, merci à tous pour cette belle présentation. Vous allez recevoir un sondage de satisfaction cet après-midi, donc on vous demandera de prendre quelques minutes pour y répondre. Écoutez, c'était une très belle discussion, une très très belle présentation. Donc un grand merci à tous et puis pour les participants qui veulent continuer à rester informés de nos activités, n'hésitez pas à visiter notre site internet, donc stick.com. Voilà. Oui, effectivement, la présentation peut être partagée et elle est également enregistrée. Donc, elle sera disponible sur notre site internet. Voilà. Merci à tous. À très bientôt et bonne journée.